À Auckland, Cassius passe un entretien d'embauche pour un poste de télévendeur chez Regalview. Il a même apporté un trophée de lycée et une plaque de « meilleur employé du mois ». Cependant, le responsable Anderson se rend compte que toute l'expérience mentionnée sur son CV est fausse. L'un des numéros de téléphone appartient à Salvador, un ami de Cassius, qui postule au même poste et a oublié de modifier son message d'accueil. De plus, Anderson travaillait auparavant dans l'autre entreprise de la liste et c'est donc que Cassius n'y a jamais été employé. Cassius n'a d'autre choix que d'avouer avoir fabriqué la plaque et le trophée, mais Anderson s'en moque. Il embauchera n'importe qui ici, pourvu qu'il ait de l'initiative. Cassius a donc maintenant un emploi rémunéré uniquement à la commission. Le lendemain matin, Cassius se réveille d'humeur philosophique. Il demande à sa petite amie Détroit si elle pense parfois à vieillir et à mourir, car il craint de passer sa vie sans rien accomplir d'important. Détroit lui explique que les petits moments comptent aussi, car tout ne doit pas forcément être pour la postérité. Ils commencent à s'embrasser et à se laisser aller à des caresses intimes, mais ils sont interrompus par l'ouverture de la porte et les voisins qui les surprennent. Il s'avère que Cassius vivait dans le garage de son oncle. Cassius allume alors la télévision et regarde une publicité pour Worry Free. L'entreprise se présente comme un nouveau modèle de vie car les ouvriers vivent sur le site de l'usine et bénéficient donc de lits et de repas. Ils vendent cela comme la solution idéale, mais l'ambiance est plutôt celle d'une prison, d'autant plus que leurs contrats sont à vie. Sur le chemin du travail, Cassius est interpellé par son oncle Sergio, qui lui rappelle qu'il lui doit 4 mois de loyer. Sergio est criblé de dettes et donne à Cassius 2 semaines pour lui trouver l'argent. Cassius se plaint que son oncle ne soit pas gentil avec sa propre famille, alors Sergio lui rappelle qu'il lui a donné une voiture, qui fonctionne à peine. Quand Cassius arrive au bureau, il remarque un ascenseur luxueux au fond et fixe du regard son patron, Monsieur Blip, dont le nom est censuré à chaque fois qu'il est mentionné. Le directeur Johnny conduit Cassius à son bureau et lui explique qu'un voyant s'allumera à chaque vente conclue. S'il travaille dur, il pourrait devenir un télévendeur performant aux étages supérieurs et gagner beaucoup d'argent. Cassius passe alors son premier appel. Il s'imagine devant un couple qui prend son petit déjeuner, mais l'homme raccroche dès qu'il dit bonjour. Au deuxième appel, c'est une femme qui décroche et qui raccroche elle aussi aussitôt. La dame âgée du troisième appel écoute Cassius, mais elle explique qu'elle n'a pas d'argent car son mari est hospitalisé pour un cancer. Cassius ne sait pas quoi faire et voit le panneau lui rappelant de suivre le script, qui stipule qu'il doit transformer chaque problème en argument de vente. Il lui dit que l'encyclopédie qu'il vend contient des conseils pour rester en bonne santé, ce qui l'a fait raccrocher. Le lendemain, Cassius ne parvient toujours pas à conclure de vente. Son collègue Langston se moque de lui et lui dit d'utiliser son accent blanc. Cassius est perplexe et dit qu'on lui dit souvent qu'il a un accent assez blanc, mais Langston explique que c'est seulement l'accent blanc de Will Smith, ce qui est simplement une question de bienséance. La vraie voix blanche est insouciante, elle a payé ses factures et envisage l'avenir avec sérénité. Langston précise que les blancs ne parlent pas vraiment comme ça, c'est la voix qu'ils aimeraient avoir. Il modifie sa voix pour faire étalage de son talent et Cassius est stupéfait. On dirait presque que Langston est doublé. Un peu plus tard, les employés assistent à une réunion pour rencontrer la nouvelle chef d'équipe, Diana. Elle et Johnny tentent sans cesse d'utiliser le jargon de l'entreprise pour motiver les employés, en leur disant de considérer l'équipe comme une famille. Leur métaphore tombe à plat et Cassius demande si cette idée de travailler plus dur signifie qu'ils seront mieux payés, mais sa question reste sans réponse. Ensuite, Cassius essaie de se faire un café à la machine, mais rien ne sort. Son collègue Squeeze explique que les managers leur font même payer les encas. Squeeze est très impressionné par Cassius qui a pris la parole pendant la réunion et révèle qu'il essaie de convaincre l'équipe de se battre pour un meilleur salaire. Comme ils ne peuvent pas discuter sur place, Squeeze invite Cassius dans un bar, en promettant de payer. Le soir, Détroit termine son service comme danseuse de rue. Cassius vient la chercher et la présente à Squeeze, expliquant qu'elle est une artiste incroyable. Détroit tente elle aussi de complimenter Cassius en évoquant ses exploits au lycée, mais il l'interrompt. Il lui demande de ne plus parler du lycée, car c'est du passé et, en tant qu'adulte, il ne devrait pas s'attarder sur leurs succès adolescents. À titre d'exemple, il cite les anciens joueurs de football américains du lycée, qui travaillent maintenant dans un magasin de meubles et jouent au football toute la journée. Cassius pense qu'ils sont figés dans le passé, mais Salvador pense qu'ils sont simplement des amis qui s'amusent. Au bar, le groupe regarde les informations et apprend que la police a affronté des manifestants qui qualifient les contrats à vie de Worry Free de nouvelles formes d'esclavage. Le PDG de Worry Free, Steve, a déclaré en entrevue que cela ne constitue pas de l'esclavage simplement parce que leurs employés ne signent pas les contrats sous la menace de violences physiques. Les manifestations ont été organisées par un groupe appelé Left Eye Faction, dont les membres portent une marque noire sous l'œil gauche. Un militant explique qu'il n'y a pratiquement plus d'emplois normaux car Worry Free remplace tout, même les ateliers clandestins. Leurs installations ressemblent à des prisons où les employés travaillent 14 heures et sont nourris de nourriture médiocre.
Cassius et ses amis s'amusent à discuter et à boire. Au moment de porter un toast, Cassius révèle qu'il a perfectionné son imitation de la voix blanche, ce qui stupéfie tout le monde. Il commence à parler de travail et Squeeze affirme que la promesse d'un salaire décent est un mensonge, un discours des managers pour empêcher les employés de démissionner. Il sort des tracts et déclare qu'ils doivent se syndiquer pour être correctement payés. Le lendemain matin, Cassius annonce à Sergio qu'il est payé vendredi et qu'il réglera donc son loyer à ce moment-là. Mais Sergio n'en a plus rien à faire, même l'argent de Cassius ne suffira pas à rembourser sa dette. La banque va bientôt saisir la maison, Cassius doit donc commencer à chercher un nouveau logement. Sergio est tellement désespéré qu'il commence à envisager de travailler pour Worry Free. Au bureau, Cassius parvient à établir le contact avec les clients grâce à sa voix de lynx. Johnny est très impressionné et vient à son bureau pour fêter chaque vente qu'il conclut. Il prétend également que les patrons parlent du succès de Cassius et qu'il pourrait bientôt devenir cadre supérieur. On apprend ensuite que Détroit travaille aussi à mi-temps chez Regalview. La fois suivante où ils vont au bar, Squeeze montre le journal à Cassius. Malheureusement, la commission du Sénat a innocenté Worry Free de toutes les accusations d'esclavage. La télévision du bar diffuse une émission intitulée « Je me suis fait démolir » où des joueurs se font tabasser et humilier devant les caméras, juste pour faire rire. Squeeze trouve déprimant que ce soit l'émission la plus populaire du pays, avec 150 millions de téléspectateurs chaque soir. Le lendemain matin, Squeeze organise l'équipe pour leur première action de protestation. Quand il annonce « Téléphones éteints », tout le monde arrête de travailler pendant 20 minutes. Il demande si quelqu'un veut se retirer maintenant et Cassius hésite un instant avant de se rallier. En se rendant à son bureau, Cassius ne peut s'empêcher de fixer l'ascenseur spécial, ce qui n'échappe pas à Monsieur Blip. L'après-midi, Squeeze crie « Téléphones éteints » et tout le monde se met à scander des insultes contre l'entreprise. Cassius hésite d'abord, mais finit par crier et applaudir avec le groupe, avec l'impression de faire enfin quelque chose d'important. Un peu plus tard, Cassius est convoqué dans le bureau du directeur. Quand on lui dit qu'il doit prendre ses affaires et partir, il se met à les insulter, refusant d'abandonner la lutte pour une bonne cause. Cependant, les responsables lui expliquent qu'il doit emporter ses affaires au premier étage car il a été promu responsable des appels. Johnny aperçoit Squeeze et Salvador à la fenêtre, alors il ferme les stores. Cassius est partagé et imagine la présence des joueurs de football dans le bureau comme un signe qu'il est lui aussi en train de s'enliser dans ce travail. Cependant, lorsque les responsables lui annoncent son salaire et ouvrent une bouteille de champagne, il célèbre joyeusement et boit lui aussi. Le lendemain, Cassius arrive au travail vêtu du seul costume qu'il possède. Diana l'emmène jusqu'au luxueux ascenseur, où elle doit composer un mot de passe extrêmement long pour le faire fonctionner. La voix de l'ascenseur souhaite la bienvenue à Cassius et le complimente avec des remarques étranges et grivoises. Au premier étage, Cassius rencontre enfin Monsieur Blip, qui utilise lui aussi une voix blanche et lui explique qu'ici, ils doivent toujours parler ainsi. Monsieur Blip explique qu'ils vendent de l'énergie sous deux formes, la puissance de feu et la main-d'œuvre. Cassius est horrifié de comprendre qu'il va vendre des armes et exploiter une main-d'œuvre sans ressources, ce qui s'apparente à de l'esclavage. Grâce à ces contrats à vie, ils ne sont pas payés et peuvent donc construire des voitures pour le prix d'un vélo. D'abord hésitant, Cassius se met rapidement au travail lorsqu'on lui annonce le montant de sa rémunération. Pendant ce temps, une activiste vandalise un panneau, sans souci, dans la rue. Un homme l'interpelle et elle doit s'enfuir. Une fois assez loin, elle retire son déguisement et révèle Détroit, qui se trouve être membre de l'FTI. Elle se rend ensuite au travail et reçoit la visite de Squeeze, qui connaît lui aussi quelques figures impressionnantes avec le panneau. Il les a apprises à Los Angeles, où il a aidé des majorettes à se syndiquer. Détroit explique qu'elle utilise son art pour soutenir la révolution. Squeeze l'interroge alors sur sa relation avec Cassius, car il ne semble pas aussi radical qu'elle. Elle assure que tout va bien, mais sa réponse est maladroite. Squeeze remarque alors une petite tache de peinture sur sa joue, laissée par la marque de l'œil gauche, et propose de la raccompagner, mais elle dit que Cassius viendra la chercher. Les heures passent et Cassius est toujours au bureau car il doit apprendre les nouvelles règles, les nouveaux produits et le nouveau script. Détroit, lassé d'attendre, appelle une amie pour qu'elle vienne la chercher. Quand Cassius quitte enfin le bureau, il va à la galerie et s'excuse auprès de Détroit, expliquant qu'il a été promu responsable des appels et qu'il ne lui dit que maintenant car il n'était pas sûr que ce soit vrai. Elle lui demande ce qu'il vend maintenant, mais il change rapidement de sujet pour parler de son article. Pendant que Détroit explique le message derrière ses œuvres, Cassius n'écoute pas vraiment. Il est si fatigué qu'il ne peut que regarder sa cigarette. Lorsqu'elle finit par la partager avec lui, il se sent plus éveillé et peut enfin l'écouter. Le lendemain, Cassius retrouve Squeeze en train de réorganiser l'équipe. Il leur annonce qu'il est désormais un influenceur important et qu'il soutiendra donc ses amis, mais de loin, prétextant la mort de Sergio. Salvador l'accuse de trahison et une dispute éclate, principalement sous forme de compliments formulés de manière passive-agressive.
Langston doit les séparer et Cassius se précipite à l'intérieur pour ignorer la manifestation. Dans son nouveau bureau luxueux, Cassius passe son premier appel et discute avec un important homme d'affaires japonais, s'imaginant se retrouver avec lui dans les toilettes. De sa voix blanche, Cassius explique que l'absence de soucis permet de fabriquer des produits à moindre coût, et l'homme d'affaires adore l'idée de doubler sa part de marché pour surpasser la concurrence. Quelques instants plus tard, Monsieur Blip annonce que Cassius a conclu une vente très importante dès son premier jour et il trinque. Cassius lui confie sa situation difficile et demande s'il peut être payé immédiatement. Monsieur Blip est si ravi de cette opportunité qu'il accepte. Après le travail, Cassius donne à Sergio suffisamment d'argent pour rembourser sa dette. Jour après jour, il continue à conclure d'importantes affaires, et bientôt, il possède une voiture de luxe et son propre appartement magnifiquement meublé et décoré. Un matin, Cassius allume la télévision et tombe sur un reportage concernant la grève à Regalview. Tous ses amis manifestent dehors et empêchent quiconque d'entrer dans le bâtiment. Regalview, exaspéré, engage une société de sécurité qui repousse violemment les manifestants pour permettre aux employés de se rendre au travail. Au réveil de Détroit, Cassius lui parle avec sa voix de blanc. Elle le confronte et il s'excuse, disant avoir agi sans réfléchir. Détroit y voit un mauvais présage et déclare qu'elle n'en peut plus. Cassius continue d'aller travailler en plein milieu de la manifestation, et Détroit pense qu'il trahit la cause et ses amis. Une dispute éclate et ils finissent par se battre pour les couvertures. Après être tombé du lit, Cassius explique qu'il voulait un bon travail pour rendre sa vie plus intéressante. Cependant, Détroit explique qu'elle appréciait déjà l'ancien Cassius et que s'il franchit aujourd'hui le piquet de grève, leur relation est terminée. Devant le bâtiment, Cassius et les autres manifestants sont encerclés par les gardes, qui commencent à frapper les manifestants pour se frayer un chemin. Cassius finit par franchir le piquet de grève malgré tout. Le soir, Monsieur Blip organise une autre fête pour Cassius car il a réalisé de nombreuses ventes fructueuses. Ensuite, il passe en voiture devant la galerie de Détroit, mais décide de ne pas lui rendre visite puisqu'ils ne sont plus ensemble. Le lendemain, les gardes frappent à nouveau les manifestants pour se frayer un chemin. Cassius tente de s'enfuir rapidement, mais un militant parvient à le frapper à la tête avec une canette de soda. Au lieu de rentrer chez lui, Cassius se fait soigner et continue de travailler. Monsieur Blip est tellement impressionné qu'il l'invite à une fête organisée par le PDG Steve, et Cassius promet d'y aller plus tard car il a un autre événement avant. Le soir, Cassius se rend au vernissage de la galerie de Détroit, et elle l'entend utiliser sa voix de blanche pour vendre son travail. Il essaie de complimenter son art, mais elle ne supporte pas d'être en sa présence. Salvador traite alors Cassius de vendu et révèle que la vidéo où on le voit se faire frapper par la canette est devenue virale. Squeeze essaie de le convaincre de se battre pour la cause depuis sa nouvelle position, car ce serait un message fort, mais il est interrompu lorsque la performance commence. Détroit apparaît sur scène, vêtu uniquement de gants en caoutchouc sur la poitrine et l'aine. Dans certains récipients, on aperçoit des téléphones cassés, des douilles de balles usagées et des ballons remplis de sang de mouton. Ces objets représentent diverses entreprises qui exploitent la main-d'œuvre africaine. Elle invite le public à les lui lancer pendant qu'elle récite des répliques du film « Le Dernier Dragon ». Détroit peut s'exprimer calmement pendant les premières minutes, mais bientôt, la foule se met à lui jeter des objets sans ménagement. Cassius, pris de panique, tente de les arrêter, mais Détroit lui reproche de gâcher son spectacle et le met à la porte. Dans une somptueuse villa, Steve consomme du sucre de contrebande pour lancer les festivités. Cassius finit par le rencontrer et doit prendre son accent blanc pendant leur conversation. Steve fait asseoir Cassius au milieu de la foule et lui demande de raconter des anecdotes amusantes du quartier. Cassius doit alors expliquer qu'il n'a jamais fait partie d'un gang. Steve lui fait ensuite abandonner son accent blanc et lui demande de rapper. Cassius dit qu'il ne sait pas, mais Steve refuse de croire qu'un noir ne peut pas rapper et insiste, ce qui pousse la foule à reprendre sa demande en chœur. Cédant à la pression, Cassius tente d'improviser quelques rimes, mais elles sont toutes ridicules et la foule s'ennuie. Désespéré de les impressionner, Cassius se met à répéter l'insulte raciste avec beaucoup d'énergie, et les invités se font un plaisir de chanter avec lui. Après cela, la fête dégénère, mais Cassius refuse de se joindre à la foule d'inconnus nus. Monsieur Blip le trouve seul dans une pièce et lui dit que Steve souhaite le voir en privé. Cassius se rend au bureau de Steve et consomme du sucre illégal dans une gamelle en forme de cheval. Steve a une importante proposition d'affaires à faire et veut que Cassius regarde un film explicatif. Cependant, Cassius a besoin d'aller aux toilettes auparavant. Dans le couloir, Cassius entre par la mauvaise porte. Il découvre une pièce étrange et une seule cabine d'où sort une voix qui appelle à l'aide. Lorsque cette voix dit souffrir atrocement, Cassius ouvre la porte de la cabine et est horrifié de voir un cheval humanoïde avec un énorme attribut qui en sort. La créature implore grâce et Cassius s'écarte, pour se heurter à d'autres chevaux derrière des rideaux, eux aussi enchaînés et souffrants, qui demandent de l'aide. Terrifié, Cassius retourne en courant dans le couloir et tombe nez à nez avec Steve, armé.
Cassius s'étant fait pipi dessus, Steve le ramène à son bureau et lui montre le film pour lui expliquer la situation. Utilisant l'animation image par image, la vidéo raconte comment l'humanité a évolué pour utiliser des outils. L'humanité invente sans cesse de nouveaux outils, mais le travail reste limité par les faiblesses du corps. C'est pourquoi Worry-Free a mis au point un produit chimique capable de rendre les gens plus efficaces, plus résistants, plus forts et donc plus rentables. Ce produit chimique transforme les humains en créatures équines et ressemble à du sucre. À cette vue, Cassius panique car il pense que Steve l'a forcé à ingérer ce produit. Steve le rassure cependant en lui disant qu'il lui a seulement donné du sucre récréatif. Il explique qu'il crée des millions d'équisapiens, ce qui signifie qu'ils auront bientôt leur propre société et culture. L'entreprise veut éviter toute syndicalisation ou rébellion et souhaite donc infiltrer l'un de ses employés pour maintenir l'ordre. Steve versera 100 millions de dollars à Cassius s'il accepte de diriger les équisapiens pendant 5 ans, et à la fin, il recevra un antidote pour redevenir humain. Cependant, Cassius estime que cela dépasse les bornes et que l'argent ne le fera pas changer d'avis cette fois-ci. Le lendemain matin, Cassius trouve un article qui critique Worry-Free. Il cherche son téléphone portable, mais ne le trouve pas. Il utilise donc son téléphone fixe pour appeler le journal et raconte aux journalistes les expériences sur les chevaux, mais personne ne croit à une histoire aussi absurde. Lorsqu'il allume la télévision, il découvre qu'un présentateur apprend à des enfants à fabriquer une perruque qui représente l'incident. Plus tard, chez le médecin, il apprend aux informations que le militant qui lui a jeté la canette a maintenant un contrat avec la marque de soda. Cassius demande au médecin s'il est en train de devenir un cheval en lui montrant son sexe, et le médecin le met à la porte. Dans son appartement, Cassius pose la même question à Détroit, mais elle lui répond que son pénis est de la même taille. Elle se plaint aussi qu'il ait essayé de l'appeler la veille, alors Cassius avoue avoir perdu son téléphone. Détroit confie avoir reçu un message vidéo de son numéro qu'elle n'avait pas ouvert car elle le trouvait obscène, ils le regardent donc ensemble. Il s'avère que son téléphone est tombé lorsqu'il a fui le cheval et a accidentellement appelé Détroit en vidéo. La vidéo a enregistré les équidés, les scientifiques leur injectant des sédatifs, et Steve menaçant de les transformer en colle. Après cela, Cassius et Détroit se laissent aller à des jeux coquins, même si Détroit le prévient que ce n'est qu'une passade et qu'ils ne pourront pas se remettre ensemble. Cassius jure qu'il a changé et qu'il ne sera plus jamais un influenceur, mais cela ne lui suffit pas. Après que Cassius se soit endormi, Détroit se faufile dehors pour préparer un nouveau plan avec l'œil gauche. Le lendemain matin, une statue apparaît devant le manoir de Steve représentant un homme se salissant avec un cheval. Un panneau indique que l'insouciance transforme les travailleurs en chevaux, mais les gens pensent qu'il s'agit d'une métaphore. Pendant ce temps, Cassius se promène dans le quartier, mais les gens continuent de se moquer de lui à cause de la vidéo virale et lui jettent même des boissons. L'humiliation donne une idée à Cassius. Le lendemain, une nouvelle publicité pour un soda montre l'activiste embrassant un acteur qui joue Cassius. Au début de l'émission, Je me suis fait botter le cul, Cassius apparaît comme le nouveau participant. Il a accepté de participer en échange de la diffusion de sa vidéo, mais il doit d'abord subir plusieurs jeux douloureux et humiliants. Après avoir été tabassé et couvert d'excréments, l'émission diffuse enfin la vidéo des équisapiens. Pendant les jours suivants, Cassius apparaît dans plusieurs émissions sérieuses pour mettre en garde le public contre les dangers de la « sans souci ». Malheureusement, le monde est corrompu et Steve est considéré comme un génie pour avoir amélioré l'économie grâce à une main-d'œuvre plus efficace, ce qui provoque une flambée des actions de la « sans souci ». Un après-midi, Cassius rencontre Squeeze et Salvador. Il s'excuse de les avoir trahis et promet de se battre à leur côté désormais. Il exprime également sa frustration car personne ne prend son avertissement au sérieux. Il faut donc empêcher les agitateurs de franchir le piquet de grève demain pour obtenir une victoire télévisée. En regardant par la fenêtre, il remarque que tous les enfants portent des perruques de Ken pour Halloween. Cassius passe le reste de sa journée à élaborer un plan. Il contacte les joueurs de football et déplace les sculptures de Détroit. En visionnant la vidéo, il découvre le code du cadenas de Steve et s'introduit dans le manoir. Le lendemain, les manifestants utilisent les perruques de Ken pour se réapproprier leur signification. Les gardes commencent à les frapper pour leur ouvrir un passage, mais ils se retrouvent nez à nez avec les statues de Détroit camouflées. Une fois les gardes affaiblis, les joueurs de football les neutralisent, ce qui provoque le départ des appelants au courant. Les manifestants célèbrent leur victoire, mais leur joie est interrompue par l'arrivée des renforts. Le chaos s'installe dans la rue, les gardes tabassent tout le monde et utilisent même du gaz lacrymogène. Cassius se précipite se cacher avec ses amis et appelle des renforts, mais à ce moment-là, un garde l'assomme. À son réveil, Cassius se trouve dans le fourgon des gardes. Il regarde par la fenêtre et découvre que les gardes continuent de brutaliser les manifestants. La situation prend une tournure inattendue lorsque les équisapiens apparaissent. Il s'avère que Cassius les a libérés en échange de leur aide. Grâce à leurs corps améliorés, les équisapiens neutralisent facilement les gardes et enfoncent la porte du fourgon pour atteindre Cassius.
Lorsqu'un hélicoptère de la compagnie apparaît avec un projecteur, les Équisapiens n'ont d'autre choix que de s'enfuir. Les manifestants considèrent toujours cela comme une victoire et Détroit est tellement impressionné par le plan de Cassius qu'elle se remet avec lui. Cassius retourne ensuite au garage de son oncle, mais il garde les beaux meubles dans sa voiture. Avec ses dernières économies, il achète une belle voiture à Salvador pour se faire pardonner sa trahison. Lorsque Détroit vient le voir, leur moment romantique est interrompu par une douleur insoutenable. Cassius lève les yeux et découvre qu'il est en train de se transformer en Équisapien. Quelque temps plus tard, Steve entend la sonnette. En consultant les caméras, il découvre avec horreur que Cassius mène les Équisapiens à l'invasion de son manoir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo de ce genre. Merci d'avoir regardé.